de presse hebdo. Rémi Trudel a occupé le poste de ministre au sein d'une dizaine de ministères et comprend les enjeux politiques et les partage avec nous. Rémi Trudel, l'analyste hors pair dans ma radio. La revue de presse hebdo. Rémi Trudel, l'analyste hors pair dans ma radio. La revue de presse hebdo. Notre revue de presse du 18 octobre 2025. Rémi Trudel, votre serviteur, comme le jingle l'indique, donc essayez de mettre à votre disposition les années d'expérience que nous avons eues, que nous avons toujours du côté du politique et du côté de l'administration publique. Alors, on se fait ensemble une revue de la presse ou des principaux événements qui ont eu cours au cours de la dernière semaine, mais on va prolonger notre regard aussi sur la semaine à venir quant aux événements qui se déploient, là, puis ils sont nombreux au cours de notre émission, qui vont se présenter pour la prochaine semaine. Tout ceci, bien sûr, grâce à notre collaborateur ingénieur et ingénieux Paul Lavigne, qui est à la barre de l'émission, qui est, je dirais, notre co-animateur, parce que souvent, ses réactions, ces mimiques nous font penser, nous amènent dans telle autre direction et nous indiquent si on est dans la bonne direction ou qu'on pourrait aller plus loin. Alors, Paul Lavigne, alors, bon matin aussi, bonne revue de presse aujourd'hui, avec plaisir que tu sois là, toujours pour nous accompagner. On devrait retrouver aussi autour de l'écran Michel Venn, qui est notre éditorialiste en résidence dans le dernier 10 minutes, 12 minutes de l'émission. On entendra son propos éditorial. Ce matin, matin du 18 octobre, on fera une petite exception parce qu'on devait avoir un invité. Ça arrive comme ça lorsqu'on se dit proche de l'actualité. Ben oui, on devait avoir autour de nos microphones le ministre adjoint aux Affaires étrangères, imaginez, de la République démocratique du Congo, un pays de 100 millions d'habitants de la francophonie, et qui devait être avec nous, mais comme il est en visite aussi protocolaire avec l'ensemble du Canada, ben, il a été retenu à l'extérieur de Montréal. Mais on va le saluer. Il s'appelle Crispin Badu. Ben, Crispin Badu, qui est on pourrait dire, c'est un Québécois de souche, puisqu'il a été formé dans nos institutions ici au Québec. En particulier, on comprendra pourquoi, à l'École nationale d'administration publique. C'est un détenteur d'une maîtrise en administration publique et qui est retourné dans son pays, la République démocratique du Congo, et qui s'est présenté aux élections, puisque c'est un État démocratique, et qui a été élu député d'une région qui s'appelle le Bas-Congo, et qui, par ailleurs, a été nommé par le président de ce pays-là, qui s'appelle Tshisekedi, le président Tshisekedi, qui a déjà visité le Canada aussi, le Québec en particulier, et ça m'avait donné l'occasion d'être en très proche relation avec son père, Étienne Tshisekedi, qui est une espèce de Nelson Mandela de l'Afrique, là, que tout le monde connaît, qui est un homme qui était épris, qui l'est toujours, même s'il est décédé, épris de justice sociale, d'équité et de respect des droits de la personne. Eh bien, maintenant, c'est son fils, Félix Tshisekedi, qui occupe la présidence depuis 5 ans ou au-delà de la République démocratique du Congo. Bon, on se reprendra avec le ministre adjoint des Affaires étrangères, qui est aussi ministre de l'Habitat, comme on dit là-bas, de l'Habitat, Crispin Badu. On se rattrapera bien avec les moyens technologiques modernes, des Zooms et autres mécanismes qui nous permettent d'entrer en contact avec toute la planète. Alors, on lui souhaite un bon repos, puisqu'il a été très, très, très occupé pour avoir été en contact avec lui cette semaine. Et puis, on retrouvera l'occasion de le rencontrer. Et puis, j'aime citer que quand on parle de la RDC, moins connue sur la planète politique, la République démocratique du Congo, hein, la langue fourchue ce matin, la République démocratique du Congo, c'est près de 100 millions. Souvent, on dit que le plus grand pays de la francophonie, c'est la France. Ben non, le plus grand pays de la francophonie, le plus nombreux en termes de population, ben, c'est la République démocratique du Congo. En notant aussi que des fois, c'est un peu mélangeant parce que, ben oui, il y a 2 Congos. Ben oui, comment ça? Ben oui, il y a 2 Congos. Il y a le Congo-Brazzaville, qui est une espèce de province, disons, un pays dissident de la République démocratique du Congo, qui, elle,
On compte au Congo-Brazzaville autour de 8 millions d'habitants. Ce sont des dissidents qui se sont réfugiés de l'autre côté d'un fleuve et qui ont réussi à mettre au monde, disons, et à se faire reconnaître comme étant un pays, mais le véritable foyer national des Congolais, c'est la République démocratique du Congo dans cette partie de l'Afrique. Voilà pour les explications de matin d'André, mais ça nous fait quasiment un lien aussi avec le premier sujet qu'il faut aborder. Je dirais que notre émission du 18 octobre 2025, on va commencer par reculer 30 ans en arrière. Et oui, j'allais dire comme élément d'entrée de dire que dans 12 jours, il va y avoir un référendum national sur la souveraineté du Québec. Comment ça? Oui, parce qu'en 1995, nous étions à 12 jours d'un référendum sur la souveraineté du Québec qui allait décider, bien sûr, de l'avenir du Québec, des Québécois et des Québécoises, à l'issue de la consultation et tout ce qui entoure. Phénomène assez curieux, quand des événements aussi importants qu'un référendum sur l'avenir national du Québec se déroulent il y a 30 ans, bien sûr, c'est curieux de voir qu'il y a une nouvelle ferveur qui se déploie et au plan médiatique et au plan de certaines couches de la population. On va y arriver. C'est un phénomène inattendu, un phénomène qu'on n'avait pas soupçonné, mais par exemple, ce matin, on voit que dans les grands quotidiens francophones du Québec, là, la presse, Le Devoir et surtout le Journal de Montréal, une couverture, mais absolument explosive, je dirais, de ce qui s'est passé au ce référendum 1995, comme si les médias d'information sentaient le besoin de participer à ce phénomène qui est la braise qui est en train de se rallumer au niveau de la ferveur patriotique, là. Et là, ça devient un objet intense d'information et nécessaire d'en parler, d'en reparler, comme si on se préparait au prochain référendum, puisqu'il faut aussi l'énoncer, là, dans l'analyse politique, il y a un chef de parti qui s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, qui dit, moi, là, aux prochaines élections, je vous le dis tout de suite, là, si vous votez pour moi, je vais organiser un 3e référendum pendant mon premier mandat, c'est-à-dire au cours des 4 prochaines années. On le voit dans les sondages, le chef de ce parti, Paul Saint-Pierre Plamondon, et son engagement est très, très, très clair, là. Il ne fait pas de tatouinage avec ça, là. Il dit, oui, il va y avoir un référendum, et puis ça va être au cours des 4 prochaines années. Cependant, à ce phénomène électoral où Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du parti qui promet un 3e référendum, les sondages indiquent par ailleurs que l'appui à la souveraineté à l'intérieur d'un référendum, ça se joue à l'intérieur d'un niveau qui est de 36 à 40 %. Bon, ça veut dire que si on veut organiser, bien sûr, un référendum et qu'il soit gagnant, on ne fait pas ça pour le perdre, ça va de soi. Ça veut dire qu'il y a 10 % de la population et au-delà qu'il faut convaincre de la nécessité, de l'opportunité de voter oui et d'en arriver à définir le Québec comme étant un pays, non plus une province à l'intérieur du Canada. Un méchant défi, bien sûr, parce que si on se rappelle certains heureux événements qui sont advenus le 30 octobre 2025, puisque ce référendum, dans le respect des règles démocratiques, il n'a pas été gagnant, puis il a été gagnant pour les partisans du non, on ne veut pas aller vers la souveraineté. Quand 49,5 % aux alentours disent oui à ce projet-là, et puis par ailleurs que les gens qui refusent en toute démocratie et respect de la démocratie sont à 50 points, quelques brindilles, 50,3 ou 4 %, ça veut dire qu'il y a là un appui possible pour cette thèse-là qui semble et qui se ranime, on le sent bien, là, à l'égard dans la prévision d'un autre référendum. Mais il reste que, et c'est implacable depuis des mois, le niveau d'appui à la souveraineté, mais aussi implacable
le niveau d'appui qui est irrévocable, là, hein, qui ne change pas, qui ne se modifie pas, à un parti politique qui s'appelle le PQ, ou surtout à son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui dit, moi, je vais être franc avec vous, là, je vais m'organiser un autre référendum, puis entre-temps, ben, ce qu'il a l'air à nous dire, c'est surveillez-nous, parce qu'on va faire en sorte que on va cultiver le jardin, on va cultiver le territoire, on va cultiver les couches de la population pour les amener à comprendre la nécessité de cette réponse-là, d'une réponse favorable au référendum. Et là, 30 ans plus tard, avec des analyses sur ce qui s'est passé en 1995, ben, enfin, pour les gens plus expérimentés, là, pour ne pas dire plus âgés comme moi, hein, eh bien, ça nous rappelle toute une série de souvenirs, parce que 1995, j'étais député à l'Assemblée nationale du Québec depuis 1989, et avec le premier ministre de l'époque, Jacques Parizeau, eh bien, on avait préparé pendant au moins une année l'arrivée de ce référendum qui allait se tenir le 30 octobre, parce que, encore là, le chef de l'époque, de Jacques Parizeau, il avait été très, très, très clair. En élection, il avait dit, si je suis élu premier ministre, je vais organiser un référendum dans les 8 à 10 mois. C'est ça l'expression. Dans les 8 à 10 mois de mon premier mandat. Alors, quand le Parti québécois a été élu et votre collaborateur réélu, eh bien, il y a beaucoup d'observateurs qui disent, bon, bien, maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils vont s'organiser pour ne pas tenir le référendum parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'appui. Bien, on était dans une braquette encore de 36, 37 à 40 %. Alors, on disait, ben là, maintenant qu'ils sont au pouvoir, c'est la tradition qu'on ne respecte pas nos promesses. Ben là, il fallait pas connaître l'homme qui était premier ministre, Jacques Parizeau, de dire, ben savez-vous, là, je vous ai dit qu'on allait faire ça, puis là, on ne le fait plus. On ne le fait plus parce que les circonstances ne sont pas assez favorables. Beaucoup non. Très, très non. Je me souviens que le premier ministre, à l'époque, j'étais ministre délégué, j'étais l'adjoint parlementaire du premier ministre, de M. Parizeau, et la direction, le leitmotiv, c'était bon. Là, il faut qu'on se prépare. Puis se préparer, c'est pas se préparer à gagner. Il faut se préparer à ce que la population nous dise oui. C'est la population qui va choisir. Notre défi, il est démocratique. Il ne faut jamais oublier ça. On n'emploiera pas la force, on n'emploiera pas des façons détournées d'atteindre l'objectif. On va être franc, mais on va faire de l'éducation. Et à ce moment-là, on avait comme, par exemple, concocté que dans chacune des régions du Québec, on avait mis sur pied des commissions d'éducation au projet de souveraineté du Québec. Alors, dans toutes les régions du Québec, on avait des présidents de ces organismes-là. Je me souviens évidemment très bien. Et ce n'étaient pas des gens de la politique qui présidaient, c'était des gens de la société civile qui présidaient ces commissions régionales en Abitibi-Témiscamingue, puisque j'y étais là. C'était le directeur de l'université de l'époque, l'université que j'avais fondée, Jules Arsenault, qui assumait son rôle de responsabilité civile, ou encore un autre exemple, dans la Gaspésie, c'était un historien très, très, très connu du coin qui avait accepté de prendre la présidence. Somme toute, bon, 30 ans en arrière, on était à se préparer pendant ce 8 à 10 mois, et à tous les niveaux. Hein? Le Journal de Montréal, par exemple, ce matin, non pas nous révèle, mais fait ressortir que quand on a un tel projet de devenir un pays, ben, il faut gagner l'appui démocratique de la population, mais aussi, il faut que les autres nous reconnaissent. C'est pour ça que Jacques Parizeau, le premier ministre, avait fait des déplacements vers la France pour rencontrer le président de la France de l'époque et le fraîchement élu le président Jacques Chirac, pour dire, bon, ben là, est-ce que la France serait peut-être, devrait être le premier pays à nous reconnaître suite à un référendum positif pour l'accession à la souveraineté? Et même que dans les périodes très, très courtes avant ce référendum du 30 octobre 1995, eh bien, le ministre des Affaires intergouvernementales, le puissant Jacques-Yvan Morin, qui était un ministre et un constitutionnaliste hors pair avec une reconnaissance internationale, il était allé à Paris rencontrer le président fraîchement élu Jacques Chirac, et il avait obtenu la phrase suivante: « Oui, si le Québec le décide, nous allons l'accompagner. » Ah, ça veut dire,
si le Québec démocratiquement le décide, ben, on va vous reconnaître. Et si la France, puissant pays, vous reconnaît, ben, l'autre pas, c'est de se faire reconnaître par une autre puissance sur la planète nord-américaine qui s'appelle les États-Unis. Bon, c'est pour vous dire que cette préparation-là se fait pendant 8 à 10 mois, puis il n'y a pas de raison de croire que, évidemment, il y a des stratégies qui sont à se mettre en place pour en arriver, non pas à forcer, mais pour en arriver à convaincre démocratiquement d'une nouvelle tentative de faire du Québec un pays complet, normal et responsable. Bon, alors, c'est assez phénoménal de constater qu'après 30 ans plus tard, là, c'est pas une petite colonne à droite dans les journaux qui dit ben, souvenez-vous qu'il y a eu un référendum en 1995. Non, c'est une couverture, mais je dirais bord en bord, qui fait en sorte que, ce faisant, eh bien, on ranime, on souffle sur les braises de la ferveur en faveur de la souveraineté en termes de connaissance du phénomène. Même que le journal Le Devoir va encore plus loin, et il publie pendant toute la semaine dernière et encore aujourd'hui eh bien, des colonnes sur qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu de perdre le référendum à 49,4 et que l'on gagne le non à 49, 50 quelque chose pour cent, vous allez dire, qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qui aurait dû se passer si ça avait été favorable à quelques points près? Alors, quand un journal aussi puissant que Le Devoir, qui non seulement analyse les éléments politiques de la semaine, du mois, de l'année, des phénomènes courants, mais là se projette dans l'avenir, parce qu'il faut se souvenir que c'est le journal d'Henri Bourassa, un journal indépendant qui dit on n'est pas là pour faire des cocoricots, on est là pour refléter et aussi projeter les idées progressistes dans notre société. Et puis le Journal de Montréal, qui en fait quasiment aujourd'hui, là, samedi le 18 octobre, un cahier spécial, c'est un phénomène jamais vu dans les annales récentes de la circulation de l'information au Québec. Et qui plus est, là, je veux dire, tout le monde à peu près qui sont de cette mouvance-là, dont j'en suis, eh bien, on tombe à terre parce que maintenant, ce sont les jeunes. Les jeunes, on a tellement répété au cours des derniers mois, des dernières années, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Les jeunes, les 20, 30 ans, ils ne s'intéressent pas à la question référendaire. Les 20-30 ans, ils ne s'intéressent pas. Ils ne s'intéressent pas à l'élection d'un parti souverainiste, puis encore moins à l'idée de la souveraineté. Eh bien là, toutes nos certitudes sont rembarrées. Toutes nos certitudes sont tombées à terre. On voit de façon spontanée. Puis c'est pas organisé, c'est pas des lobbyistes là, qui font virer une nouvelle. Là. C'est pas des lobbyistes qui font accélérer un mouvement factice quelquefois. Là. Non, c'est des jeunes qui, à partir de leur dynamisme, en particulier les rappeurs, qui font en sorte que maintenant, il y a un mouvement à la mode. On va dire ça comme ça, là, pour l'instant. Un mouvement à la mode pour les jeunes, 20-30 ans. Il y a une mouvance, c'est d'actualité d'être souverainiste et d'être indépendantiste. Alors là, ça se multiplie, là. Hein? Les rappeurs, les jeunes rappeurs qui ont fait leur nom sur TikTok et autres médias sociaux, avec un très grand nombre d'appuis. Bon, mais est-ce que c'est des gens qui vont finalement être au rendez-vous dans un prochain référendum? Bien, ça, à voir, mais si on commence à cultiver le jardin, il y a des bonnes chances que ça donne des fruits. Là, je vais faire une petite longue parenthèse, parce que je vois apparaître à notre écran notre éditorialiste en résidence, Michel Venn. D'abord, je vais lui souhaiter la bienvenue, Michel, ce matin, puis on va modifier un petit peu notre formule, parce que notre invité qu'on devait avoir, je le disais il y a quelques minutes, l'adjoint ministre des Affaires étrangères du Congo, mon ami Crispin Badu, bien maintenant n'a pas pu se présenter. On comprend pourquoi. Ça fait qu'on va se faire des interactions entre toi et moi avant de passer, je le sais, à ton éditorial du jour, là. Mais on ne peut pas passer à côté, surtout Michel Venn. Oui, bonjour Rémi, bonjour tout le monde. Ben bonjour, puis bonne journée. Puis je disais, ben là, Michel, on est 30 ans en arrière. On fait 30 ans en arrière dans l'actualité. Ben, je t'écoute depuis tout à l'heure, je vois bien que tu es revenu au référendum de 1995. Et tu étais là!
Ben, j'étais journaliste C'est ça. et je couvrais cette campagne, évidemment, du début jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas vécu de la même façon que tu as pu la vivre, ou parce que j'étais un observateur, Ouais. mais quand même, j'étais un observateur assez proche des différents acteurs et j'ai eu l'occasion de parler avec tous ces gens-là pendant la campagne, avant la campagne. Les commissions dont tu as parlé, je les ai suivies également partout au Québec. Et je me rappelle, toi, tu travaillais en particulier la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Exact. dont tu étais député. Et il y en avait dans toutes les régions, et il y avait des commissions, et il y avait des regroupements aussi. Je me rappelle, j'avais fait des entrevues, imagine, avec le regroupement des religieuses pour le oui. Tu sais. Il y avait des regroupements pour le oui ou pour le non de toutes les catégories de population. C'était effervescent. Je m'excuse d'embarquer comme ça dans le sujet, Non, mais non, mais c'est moi, pour ça que je c'est te mon je premier tenais- souvenir. Ouais. Mon premier souvenir, c'était l'effervescence. Pas pour rien qu'il y a eu 96 % de taux de participation à ce référendum-là. Tout le monde se sentait concerné. Et la discussion était partout, prenait toutes sortes de formes, dans des assemblées de cuisine autant que dans des grands rassemblements, dans des arénas ou un peu partout au Québec. J'étais présent, par exemple, je pense que c'était en Beauce que Jean Charest avait brandi son passeport Exact. pour dire on va pas perdre ce passeport-là. Puis j'étais aussi à l'aréna de Verdun quand Lucien Bouchard a blâmé Jean Chrétien pour le rapatriement de la Constitution vers la fin de la campagne. Alors, bref, il y a plein de moments comme ça qui ressurgissent quand on pense à cette campagne de 1995. Et ce qui m'apparaît, c'était le fil que je tentais d'enfiler, là. Ce qui est assez remarquable, c'est c'est pas de la nostalgie que de rappeler ces événements-là dans le contexte actuel, parce qu'il y a une espèce de résurgence du phénomène, on va l'appeler comme ça, quant à moi, là. 30 ans plus tard, c'est devenu, le minimum, un objet médiatique attrayant, et ça traduit aussi, parce que, bon, Michel Venn, tu étais à la direction de l'information du Devoir, comme... Pas à ce moment-là. À ce moment-là, Là, j'étais correspondant parlementaire. Bon, c'était encore plus près de la scène, hein? Oui. Mais oui. ta fonction journalistique commandait une neutralité, ça va de soi. Bon, Oui. cependant, tu viens de prononcer le mot, l'effervescence Oui. qui se dégageait dans ce phénomène-là fait en sorte que, comment, dans un premier temps, avoir une tentative d'explication aujourd'hui, que 30 ans plus tard, cette espèce de ferveur, probablement pas égalée à celle de 95, mais presque inégalée en tout cas, là, comment ça se fait que cette ferveur semble ressurgir, réapparaître, se repointer? Toi qui es un analyste fin de l'actualité politique, non seulement au niveau professionnel, mais évidemment par toute ta carrière au niveau de l'information, quelle serait une tentative disons, d'explication? Ouais. On va arriver sur le phénomène des jeunes par après, là, mais Ouais. comment se fait-il que ça réexplose, là? Bon, d'abord, je suis pas certain que ça réexplose. Moi, oui, on voit bien là qu'il y a un certain engouement. Tout à fait allusion aux jeunes, il va bien falloir qu'on en parle parce Oui, que oui. effectivement, ça c'est peut-être un aspect qui est un peu nouveau, récent en tout cas, c'est qu'un certain nombre de jeunes, en particulier chez les artistes, retrouvent le goût ou trouvent tout à coup le goût de l'indépendance ou voient dans l'indépendance un projet qui pourrait nous aider à sortir de notre torpeur générale, à affronter les grands problèmes que vit l'humanité. J'en sais rien, en fait. Il faudrait les écouter encore davantage pour le savoir. Mais en 1995, c'est que 95 avait été précédé par de très nombreuses années de préparation vers le référendum, à commencer par des négociations constitutionnelles qui avaient débuté dans les années 80, qui avaient mené à un accord conclu en 1987 qu'on a appelé l'accord du lac Meach, qui reconnaissait le Québec comme société distincte. Cet accord-là, ensuite, a été rejeté par des provinces canadiennes et donc n'a pas pu devenir une partie de la Constitution. Et il y a eu donc comme ça des négociations. Il y a eu une certaine reconnaissance politique
du bien fondé de la revendication autonomiste du Québec. Et jusqu'à un certain point, d'ailleurs, quand l'accord du Lac-Meach a été rejeté par le Canada anglais, il y a eu des manifestations spontanées dans la rue de milliers de personnes. Ouais. Et à ce moment-là, on pensait que même Robert Bourassa ferait l'indépendance du Québec. Et l'appui à la souveraineté était monté à 68-70 %. C'était assez phénoménal. C'est qu'il y avait eu des années de préparation à cette idée que le Québec devait être reconnu pour ce qu'il est, pour une nation, comme une nation. Et là, on arrive, le Parti québécois prend le pouvoir. Parizeau, tu l'as mentionné tout à l'heure, avait dit il y en aura un référendum, là. Et il l'a tenu. Mais ça donnait suite à toutes ces années de préparation et de construction d'un discours qui était devenu assez largement partagé dans la société. Ensuite, il y avait à ce moment-là Jacques Parizeau, qui était à la tête du Parti québécois, un homme d'expérience, qui avait été ministre des Finances, qui connaissait le monde économique. Tu avais Lucien Bouchard, avec son charisme, qui avait fondé le Bloc québécois, justement en réaction au rejet de l'accord du Lac-Meach. Et s'est ajouté à ça Mario Dumont, qui faisait aussi partie du camp du oui, avec l'Action démocratique. On avait les 3 leaders politiques les plus populaires au Canada étaient à la tête du camp du oui. Et face à ça, donc le oui avait un peu le vent dans les voiles, même s'il était, au début de la campagne référendaire, autour de 40-41 % seulement d'appui. Il a fallu toute la campagne pour monter ça à 49 et quelques. Et là, il y a eu une réaction au sein du gouvernement fédéral, Jean Chrétien et compagnie, qui ont dit « wow, un instant », et qui ont dramatisé l'enjeu du référendum. Et là, on a eu droit à un débat extrêmement puissant, très profond, sur le sens de notre appartenance à une nation ou à l'autre. Ça a été très fort. Et tout ça a construit cette ferveur. Aujourd'hui, je ne sens pas la même profondeur de mouvement, la même réflexion. On était aussi dans un contexte plus favorable. Il y avait le libre-échange avec les États-Unis qui existait. Oui, et comme disait Jacques Parizeau, un petit État qui appartient à une zone de libre-échange peut tirer son épingle du jeu. Ouais. Mais là, avec l'arrivée de Trump, le libre-échange, c'est fini. C'est terminé, cette affaire-là. Ouais. On n'est plus du tout dans le même contexte. Et les arguments à l'encontre du projet indépendantiste vont être plus faciles à aligner. On l'a vu aux dernières élections fédérales, comment même des indépendantistes ont voté pour Mark Carney parce qu'on était dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis. Bon, alors, c'est pour ça que je ne sens pas la même préparation, la même ferveur, la même profondeur de champ du mouvement indépendantiste en ce moment ici au Québec. Bon, là-dessus, là, je diverge un peu, mais c'est ça la richesse de CNV, sa radio numérique. C'est pour ça qu'on échange. C'est ça qu'on échange. Bien, effectivement, il s'était construit avant 1995 un discours par les gestes qui se passaient au Canada en rappellement de la Constitution, les refus, le refus de Lac-Meach, puis effectivement, cette parenthèse aussi de Robert Bourassa. J'ai toujours en tête, Michel, ça va certainement te dire quelque chose, toi qui est tout près des médias d'information. Je me souviens qu'à la publication du rapport de la commission Bélanger-Campeau, qui a été créée par Robert Bourassa, en disant, bon, mais qu'est-ce qu'on fait là? La souveraineté ou la révision du fédéralisme? Mais bon, on se rappelle de la conclusion, ça va être au gouvernement de choisir. Il y a 2 options, ou un référendum. Et à ce moment-là, tu as bien raison de rappeler, l'appui au mouvement, on va appeler ça comme ça, autonomiste, souverainiste, il était autour de 70 %. J'ai toujours à la tête un souvenir implacable de Jean-François Lépine, de Radio-Canada. Il y avait une émission qui était très connue, qui s'appelait Format 60, et qui fait une entrevue le soir du rapport de la commission Bélanger-Campeau. Et Bélanger-Campeau, qui fait une entrevue avec Robert Bourassa, et qui lui demande, ben là, écoutez, vous avez le résultat, là, que Bélanger-Campeau, soit le fédéralisme, soit la souveraineté, bon, etc., et puis par ailleurs, ben, on voit que vous avez jusqu'à 70 % de l'appui de la population. Hein? Et là, on s'attend à la question massue. Qu'est-ce que vous allez faire?
Mais un journaliste expérimenté comme toi et Jean-François Lépine, hein, au lieu de lui dire « Qu'est-ce que vous allez faire, M. le Premier ministre? » lui dit « Quand on vous dit que vous pourriez être un fondeur de pays, M. le Premier ministre... » Fondateur du pays, oui. Fondateur, puis il avait appelé le mot fondeur, fonder un pays. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Et là, il y a des fois des images physiques d'un caméraman allumé, là, qui recadre son image et qui reprend que la tête et jusqu'au cou, et on voit la pomme d'Adam de Robert Bourassa aller vers le haut, vers le bas, puis qui prend 3 secondes avant de répondre. Et là, tu te dis, ben c'est là que va se jouer peut-être l'avenir du pays ou pas. Et là, Robert Bourassa, je dirais fidèle à son habitude, va glisser sur la pente d'à côté en disant, vous savez, les intérêts supérieurs du Québec, nanana, etc. Mais la question du journaliste expérimenté qu'on connaît encore aujourd'hui, comme toi, c'est de dire, qu'est-ce que ça vous fait quand vous pourriez être un fondateur de pays? Bon, c'était magistral. Et là, donc, si on revient sur le propos il n'y aura pas de 3e référendum sous Robert Bourassa, qui eût pu le faire avec l'appui des leaders qui s'étaient manifestés, oui, Dumont, Bouchard, etc., de 1995, eh bien, il n'y en aura pas de 3e référendum. Il dit, non, il y a la ferveur ou l'intensité de la ferveur, de la chaleur, comme dit là, une mauvaise traduction, là, est peut-être pas aussi intense. Mais Michel, ce mouvement des jeunes, j'hésite un peu même à dire le mouvement, parce que est-ce que c'est l'expression d'un mouvement ou de spontanéité de jeunes? Mais phénomène, pour moi, microscopique, mais révélateur, là, très révélateur de ce que ça peut être porteur, bien moi, c'est la première partie de la saison du Canadien de Montréal. D'abord, geste important de la part de cette organisation qui n'est pas reconnue pour être francophile à l'os, là, hein, qui laisse ses joueurs choisir les chansons qu'ils vont faire jouer par la présentation des joueurs. Et là, phénomène. D'abord, ils acceptent que les joueurs, leur chanson préférée, puis on le sait, la majorité des joueurs sont américains ou russes, d'origine russe, mais pour les Québécois qui sont dans l'équipe, hein, ben, Montembeault, hein, Montembeault, qui est l'étoile du jour, comme je l'ai dit, il choisit une chanson, non seulement une chanson francophone au puissant Centre Bell de Montréal, dans le Centre Bell de Montréal, mais on accepte qu'il soit porteur d'une espèce de désir, on va dire ça comme ça. Puis Zachary Bolduc, la nouvelle coqueluche du Canadien, qui lui, oui, nommément, il choisit un rappeur qui était de ses amis de la région de Trois-Rivières et qui avait, il y a une vingtaine d'années, publié, oui, je vais dire une chanson, mais une expression qui, très franchement, fait appel. Et là, d'avoir laissé ça, puis que c'est francophone dans un habitat comme le Centre Bell et aussi à l'intérieur d'une coquille qui est une icône au Québec, la Canadienne de Montréal, que ce soit, ils se sentent comme autorisés de prolonger ce geste-là. Alors, la question pour moi, en termes d'éclairage, Michel, de ta part aussi, ce mouvement des jeunes, est-il la prémonition de quelque chose? Est-ce qu'on est en train de voir se développer un mouvement qui pourrait être très, très important dans la marche préparatoire que tu as évoquée suite à l'engagement de Paul Saint-Pierre Plamondon? Bien, c'est clair que je pense qu'une des choses qu'on peut attribuer à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il a réussi à attirer de nouveau des jeunes au Parti québécois, parce que le Parti québécois est un parti plutôt vieillissant. Et là, lui arrive, devient chef, et il est entouré de jeunes. Et il attire les jeunes. Alors, il faut croire que son discours plaît à un certain nombre de jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes dans le Parti libéral, il y en a un bon paquet également. Hein? Et puis, on en voit des jeunes qui étaient derrière Mark Carney aux dernières élections fédérales. Alors, ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a l'expression. C'est comme si, là, on était moins gêné de dire qu'on était indépendantiste. Oui. Chez les jeunes, ça se peut. Il y a plus d'expression vocale. Mais moi, ce que je voulais exprimer, c'est que, à mon sens, le mouvement n'est pas assis sur, comment je dirais, non seulement sur un discours, comme tu le disais tout à l'heure, on a construit un discours avec les commissions Bélanger-Campeau et compagnie, l'échec de Mitch et tout ce qu'on voudra,
mais aussi appuyé sur une réflexion profonde, mais aussi sur la conjoncture internationale qui était peut-être un peu plus favorable en 95 qu'elle l'est aujourd'hui à cause de la présence, entre autres, de Donald Trump et le monde qui est en train de changer. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de nous. Mais là, ce que je veux dire, c'est que oui, je constate moi aussi qu'il y a un certain nombre de jeunes qui s'expriment là-dessus. Mais j'arrive pas encore à saisir, à voir apparaître une marche collective, organisée. Il y a des groupes qui s'expriment, il y a des individus qui s'expriment, entre autres dans le domaine artistique. On a vu là, une chanteuse, Cassidy, cette semaine s'exprimer là-dessus. Et de quoi elle parle? Elle parle d'un sentiment d'appartenance. Ouais. Elle se sent appartenir à la nation québécoise, au Québec. Bon, tu peux te sentir appartenir au Québec, mais pas vouloir l'indépendance. Ça, c'est tout à fait possible aussi, bien entendu. Alors, bref, c'est intéressant ce qui se passe, parce que, en fait, ce à quoi on assiste, c'est peut-être une forme de repolitisation d'une frange de la jeunesse qui avait peut-être un peu tourné le dos pendant quelques années, ou en tout cas la génération qui a précédé, qui avait un peu tourné le dos à la question qu'on appelle la question nationale. Hein. Le nationalisme, là, n'est plus du tout à la mode chez les jeunes. Tout le monde s'en franchissait. Et là, tout à coup, on voit un regain d'intérêt. Alors, pour le mouvement indépendantiste, pour les nationalistes en général, c'est positif. Mais ça ne fait pas encore une marche vers l'indépendance à laquelle participeraient également des gens des milieux économiques, des gens des milieux sociaux, comme c'était le cas en 1995, et ainsi de suite. Ouais. Alors, donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas encore rendu au même niveau d'engagement pour la société dans sa totalité. Ouais. Et il y a beaucoup d'éléments de conjoncture qui pourraient être défavorables à l'indépendance. Tout à fait. Donc, ce que ça nous indique aussi, quant à moi, qu'on ne pourrait pas avoir cette marche vers un résultat positif avec les mêmes arguments du contexte de 1995. On est dans un autre contexte et il va falloir rebâtir ou bâtir un nouveau discours. Parce que là, on prend la séquence jeune ici, là, dit, bon, oui, il y a l'air à se dégager une ferveur nouvelle en faveur d'eux, avec toutes les nuances qu'il faut y apporter, mais il y a aussi le contexte, oui, nord-américain, qui s'appelle Trump. Bon, puis comme tu le disais d'entrée de jeu dans ta première intervention, le libre-échange, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, à toute fin utile. Alors là, on ne peut pas prendre le chantre du libre-échange et une voix forte dans le référendum de 95, c'était Bernard Landry. Mais là, on ne pourrait pas tenir le même discours parce que ce n'est pas le même contexte. En plus, il faut aussi ajouter que la trame de composition de la population a presque radicalement changé, qui s'appelle avec le phénomène de l'immigration. L'immigration, il y a maintenant une nouvelle tranche qui s'est développée assez largement au cours des dernières années, où on dit qu'ils vont... les personnes issues les citoyens issus de l'immigration se rangent plutôt du côté fédéraliste qu'on observe ça historiquement. Cependant, il faut bien falloir travailler avec ces citoyens de plein droit. Hein? Plein droit, comment on va les intégrer à l'idée et au pays réel? Et ça veut dire que c'est des conditions nouvelles. Bon, alors... écoutez, je pense qu'on va se réinventer une nouvelle période qui va s'appeler Revue de presse 30 ans plus tard. Et 30 ans à venir. Oui, parce qu'il y a des anniversaires, il y en a chaque semaine. Hein. Il y a aussi le 20e anniversaire des manifestes pour des lucides et des solidaires qui ont paru il y a 20 ans. Lucien Bouchard d'un côté, Françoise David de l'autre. On pourrait en parler également, mais on n'en parlera pas parce qu'on n'aura pas le temps. Mais pour revenir au référendum... le PQ n'est pas encore élu non plus. Ben non. Hein? Je veux dire, il y a encore pas mal de mois devant nous avant des élections. Et si le Parti québécois est élu, il pourrait être élu minoritaire. Il ne sera pas nécessairement placé dans des circonstances idéales pour organiser un référendum. Alors, il y a beaucoup d'inconnus encore dans tout ça, mais sauf qu'on peut trouver rafraîchissant, qu'on soit pour ou contre l'indépendance, de voir que des jeunes s'engagent dans le débat politique et prennent leur place et ont envie, au fond, de refaire les mêmes débats qu'on a fait les générations précédentes. Parce que comme ils n'ont pas participé aux échanges de 95, puis encore moins aux échanges de 1980, évidemment,
il va falloir qu'ils refassent tous les mêmes débats qu'on a déjà faits, Oui. et dans un contexte très différent. Et il y avait un bon reportage ce matin dans la presse où on essaye d'imaginer à quoi ressemblerait C'est ça. un prochain référendum avec les médias sociaux aujourd'hui, avec la façon dont on s'exprime, les influenceurs sur sur YouTube ou sur TikTok ou sur tout ce qu'on voudra. Le risque aussi d'intervention étrangère par le biais de ces médias sociaux avec les robots conversationnels et les autres systèmes mis en place par des puissances étrangères parfois pour venir déstabiliser une élection ou un référendum dans un pays. Ce sont des choses qui devront aussi être prises en considération lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon, s'il accède au pouvoir, devra décider de tenir un référendum. Dans quelles conditions? Est-ce que la loi référendaire ne devrait pas d'ailleurs être révisée de ce point de vue-là? Parce que quand du oui, quand du non, quand tu as 1001 porte-paroles qui s'improvisent sur les médias sociaux, c'est pas évident à structurer cette affaire-là. Alors, bref, le contexte est très différent. Et il y a encore beaucoup de réflexions à faire avant d'en arriver là, mais je me félicite de voir que des jeunes prennent la place, parce que c'est eux, maintenant, qui vont prendre les décisions qui s'en viennent à ce sujet-là, comme sur le reste. À la lumière de 30 ans plus tard de ce phénomène du référendum de 95, on pourrait certainement apporter à la conclusion qu'on semble s'engager dans une période passionnante. Hein? C'est passionnant ce qui semble se dessiner sur la place publique. Puis là, on va arrêter, nous aussi, mais de ma part en particulier, d'avoir cette passion allumée pour la période qui semble se dénoncer, parce qu'il nous reste, à peu près une quinzaine de minutes, puis là, j'ai comme envie de te scooper un peu, parce que dans nos conversations de préparation de l'émission, j'ai dit, Michel, il faut qu'on parle des docteurs, On parle des docteurs. Bon, alors, je pense que je vais te laisser entrer, moi aussi, j'en ai une pleine page sur les docteurs, mais comme je te l'ai demandé, puis tu es aussi éclairant à chaque semaine, là, bien, qu'est-ce qu'il y en est des docteurs puis de la crise? Il faut l'appeler comme ça. C'est une crise sociale que l'on vit. Alors, quelle est ta réflexion, là, à ce jour, sur, notre rapport, l'État avec les médecins dans notre système de santé publique? Oui. Bien, écoute, tu pourras me contredire après mon intervention, évidemment, Rémi. D'autant plus que toi, tu as une expérience d'ancien ministre de la Santé. Tu as vu des choses, tu as vécu des choses, donc tu pourras revenir peut-être avec ta perception à toi. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que là, on a une guerre entre les médecins et le gouvernement du Québec qui entre dans une nouvelle phase. Ouais. Et je ne suis pas certain que ce qui s'annonce va être très réjouissant. Hein? Ça risque de frapper fort de part et d'autre. On a vu que la médiation a échoué. Les deux fédérations se sont retirées de la médiation. Donc, la possibilité d'un accord s'évanouit. Et là, on brandit le spectre de la loi spéciale pour forcer les médecins, d'abord les empêcher d'exercer des moyens de pression et ensuite de leur rentrer dans la gorge la loi 106 avec laquelle ils sont en désaccord. Les médecins, de leur côté, ont annoncé la reprise de la grève de l'enseignement. Ce qui est malheureux, c'est que ce sont les étudiants en médecine qui vont écoper de ça, qui risquent d'écoper de ça. La remise des diplômes va être retardée. Et il y a donc des mois de perdus en travail pour cette nouvelle cohorte de médecins. Ça affecte le système également. C'est pas une bonne chose, puis je suis pas sûr que c'est une bonne idée de la part des médecins de maintenir ce genre de moyens de pression. À mon avis, ils devraient revoir leur stratégie, aller plus vers les alliances avec d'autres organisations, avec les citoyens, plutôt que de s'entêter avec ce genre de moyens de pression-là, surtout que ça ne change pas grand-chose dans le rapport de force avec le gouvernement, qui, lui, au contraire, se sert de ces moyens de pression-là pour discréditer les fédérations de médecins qu'on accuse de bafouer l'éthique médicale et de renier leur serment. D'ailleurs, au printemps, le président du Collège des médecins, Maurice Gaudreault, il avait mis en garde les fédérations médicales contre les moyens de pression qu'elles envisageaient de faire, parce qu'il leur rappelait que le code de déontologie de leur profession leur interdit de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé de la population. Même si le docteur Gaudreault n'a fait que rappeler les faits, hier, dans une assemblée générale spéciale du Collège des médecins, il a écopé d'une motion de blâme, le pauvre monsieur. Le pauvre docteur Gaudreault.
C'est une mesure inusitée, c'est rare, c'est exceptionnel. Et M. Gaudreau, le docteur Gaudreau, ne méritait pas ce blâme-là. Il a fait que son travail. Il faut rappeler que le rôle du Collège des médecins, c'est pas de représenter les médecins, c'est de protéger le public. Alors, mais Michel, en fait... Michel, j'interromps temporairement ton élan en disant c'est la première fois qu'une crise, dans le système public, médecins, gouvernement, par ailleurs, prend une telle ampleur, une telle brutalité, je veux dire, que même les médecins se cannibalisent entre eux, puisque tu viens de faire ce que tu fais allusion, le reporter, de dire de leur président à eux. Alors, c'est comme une manifestation de l'ampleur de la crise. Et aussi, tu fais très bien de le souligner, moi je suis d'accord avec toi, que le résultat, là, il peut être il peut être dramatique pour le système. Parce qu'on voit l'ampleur du mécontentement. Quand 2100 médecins se réunissent, à présence ou électronique, ça n'a pas d'importance, mais qu'ils blâment leur propre chef, leur propre chef professionnel, il y a là quelque chose qui décrit, qui manifeste l'ampleur de la crise et que les partis ne sont pas sortis du bois, loin s'en faut le gouvernement premier. C'est ce que j'allais dire, c'est que cette fronde-là contre le président du Collège des médecins, là, qui n'est pas vraiment le chef des médecins, qui est le gardien de l'éthique et le gardien des droits du public à des services médicaux. Alors donc, lui, il doit être indépendant par rapport aux médecins. Mais la fronde qui s'est exprimée démontre en même temps le niveau de colère des médecins à l'endroit des propositions gouvernementales. Puis franchement, je l'ai déjà dit à ce micro, là, il y a des aspects sur lesquels on ne peut pas leur donner tort. Tu sais. Il faut rappeler qu'à travers le projet de loi 106, le gouvernement veut faire porter aux seuls médecins la responsabilité de la prise en charge des patients, par exemple. Oui. Puis il veut les pénaliser financièrement en associant une partie de leur rémunération à l'atteinte d'objectifs de performance, ce qui inclut le nombre de patients pris en charge, le nombre de visites, etc. Or, cette responsabilité-là, c'est impossible de la faire porter aux seuls médecins parce qu'aujourd'hui, la médecine, elle ne se pratique pas toute seule, ça prend une équipe. Alors, donc, on ne peut pas leur donner complètement tort, les médecins. D'ailleurs, on apprenait cette semaine, si tu me permets, Rémi. Oui, vas-y. On apprenait cette semaine que le gouvernement a décidé d'envoyer se faire opérer dans des cliniques privées par des médecins désaffiliés de la Régie de l'assurance maladie, des patients qui auraient attendu plus qu'un an pour une chirurgie. Ils vont commencer des projets pilotes cet automne. Bien, en annonçant cette intention-là, le gouvernement donne raison aux médecins. Parce que les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne dispose pas des moyens pour faire notre travail convenablement dans le système public. Exact. On n'a pas assez d'heures de disponibilité de bloc opératoire, on manque d'infirmières, on manque d'anesthésistes. En annonçant le recours au privé, qu'est-ce qu'il fait le ministre Dubé? Il confirme que les ressources sont insuffisantes dans le système public. Hein? Puis en plus, c'est que cette solution-là risque d'aggraver le problème. Parce que chaque fois qu'une clinique de privé ouvre ses portes, elle entraîne avec elle des infirmières, puis d'autres préposés, puis d'autres employés du secteur public, en leur offrant des conditions de travail et de salaire plus alléchantes. Hein? Santé Québec a autorisé en septembre, pendant le mois de septembre, 67 médecins spécialistes à se désaffilier du secteur public pour aller au privé. En un seul mois. C'est 8 de plus que pour la même période l'année passée, malgré le fait qu'entre-temps, le gouvernement a fait adopter une loi qui est censée réduire le va-et-vient des médecins entre le privé et le public. Or, en proposant d'envoyer des patients dans les cliniques privées, le gouvernement encourage la désaffiliation parce qu'il crée un marché. Il amplifie le problème qu'il dit vouloir résoudre par la loi 106. L'argument principal des médecins qui passent au privé, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler à temps plein dans le secteur public, ils manquent de ressources. Dans certains cas, il n'y a même pas de poste disponible dans la région où le médecin réside. Il y a un médecin qui est allé devant les tribunaux récemment pour contester la décision de Santé Québec de lui refuser la désaffiliation, puis elle a gagné. Et ajoutons un autre élément qui s'insère dans la crise actuelle, c'est le positionnement du premier ministre qui en fait un enjeu politique, pas un enjeu de service de santé, un enjeu politique. Il dit, moi, je veux être le premier qui va résister aux médecins qui défendent leur profession et la façon d'agir et d'intervenir, et qui en fait une question politique déterminante et qui s'enferme. Hein? Ça me fait toujours penser, moi, à la formule que Henri Massé, l'ex-président de la FTQ, utilisait assez fréquemment. Faire grimper le chat dans le poteau, là, ça, c'est assez facile. Mais un leader syndical et un leader politique a aussi le devoir de savoir comment il va faire descendre le chat du poteau.
Bon. Oui, Et parce que là, la crise va seulement s'amplifier. Et les médecins ne se laisseront pas faire. Puis ils ont des moyens, ils vont faire des campagnes de publicité et ils pourront s'allier à d'autres également. C'est ça. Tu sais, il y a un autre rapport qui est sorti cette semaine qui montre que les CLSC doivent être complètement redressés parce que dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent plus jouer leur rôle de porte d'entrée du système. C'est un autre fait, ça, qui montre qu'en effet, on n'a pas les ressources qu'il faut, qu'on ne peut pas juste blâmer les médecins pour les problèmes du système de santé. Mais l'autre problème avec la loi 106, c'est que le gouvernement veut se réserver le droit de déterminer seul par décret la rémunération des médecins. On peut comprendre que les médecins veuillent s'y opposer. Après tout, ils jouissent du droit d'association garanti par les chartes des droits, eux autres aussi, comme n'importe quel citoyen. T'sais. Mais cette semaine, le ministre a insisté sur l'idée que la rémunération des médecins relevait, selon lui, d'un droit de gérance que le gouvernement veut récupérer. C'est un drôle d'argument, parce que si le pouvoir de fixer par décret la rémunération des 20 000 médecins est un droit de gérance du gouvernement, bien, qu'en est-il du pouvoir de fixer la rémunération des 400 000 employés du secteur public? Ben oui. Je veux dire, faudrait-il abolir la négociation collective? Ça tient pas la route, là. Ça arrivera jamais, ça. Alors, pourquoi l'imposer aux médecins? Pourquoi vouloir l'imposer aux médecins? Pourquoi refuser la négociation? Ben, c'est comme l'obligation de l'État de négocier. Parce que c'est un régime public et c'est lui qui détient les leviers financiers. Pas de l'imposer. On est dans un système démocratique qui reconnaît les droits d'association et l'obligation de négocier de bonne foi. Alors là... Tu mentionnais, Rémi, que M. Legault, le premier ministre, a transformé cette discussion-là, non pas en une discussion sur la qualité des soins, mais en enjeu politique. C'est un combat qu'il veut mener avec les médecins. Et je trouve que le conflit qui implique les médecins illustre un peu le climat général créé par la décision de François Legault d'ouvrir plusieurs fronts à la fois, pour se montrer, essayer de montrer à la population que lui, il est capable de mettre ses culottes, que lui, il va résister au lobbying des organisations qui, selon lui, ont créé une camisole de force sur le gouvernement et l'empêchent d'agir. Alors, il est arrivé, quand il a présenté son nouveau Conseil des ministres, il a fait un grand discours avec ses grandes priorités. Et là, on voit bien qu'il essaye d'aller séduire un électorat conservateur qu'Éric Duhaime lui a en partie volé et que le PQ convoite également. Alors, pour ça, il s'est mis à s'inventer des ennemis de l'État, tu sais, les syndicats, les immigrants, les médecins, les fonctionnaires, les écologistes, et mettez-en autant que vous voulez. Alors là, il a ouvert tous ces fronts en même temps avec un ensemble de groupes qu'il désigne comme étant responsables des difficultés de l'État. On ne reviendra pas sur les problèmes que le gouvernement a créés par lui-même, entre autres des problèmes de gestion des finances publiques. Mais, comme par exemple, tu es obligé de faire le parallèle, quand je parlais des médecins à qui on veut, au fond, retirer le droit de négociation, avec l'intention du ministre du Travail, Jean Boulet, se mêler de déterminer à quoi doivent servir les cotisations syndicales. C'est une tactique d'intimidation des syndicats qui sont vus par le gouvernement comme des opposants. C'est pas pour rien que le ministre Dubé puis que François Legault, quand il parle des fédérations médicales, la Fédération des médecins omnipraticiens et celle des spécialistes, il les décrit comme les syndicats de médecins. C'est parce que pour eux, le mot syndicat, c'est une étiquette péjorative, négative, et ils essayent de l'accoler à des médecins qui sont des professionnels. Alors, donc, je trouve que ça illustre le climat général dans lequel on se trouve. Et ça me fait penser à Jean Charest dans sa dernière année de mandat. Lui aussi, même au début de son mandat, déjà, Charest s'était lancé dans une espèce de chasse aux sorcières. Lui aussi, là, il y en avait contre les syndicats, contre tout le monde. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des manifestations monstres. Les ponts ont été bloqués. Le port a été bloqué à Montréal. Bref, il a été obligé de reculer sur beaucoup de choses. Puis dans sa dernière année de mandat, c'était la crise étudiante. Et avec la crise étudiante, il s'est entêté contre les étudiants. Il a même fait adopter une loi pour empêcher certaines manifestations, puis forcer le retour aux études des étudiants. Vous comprenez? Et là, tout à coup, les étudiants ont trouvé des alliés dans la société. Et là, il y a plein de gens qui se sont mis non seulement à appuyer les étudiants, mais là,
il y a plein de groupes dans la société, puis même des simples citoyens qui sortaient ces balcons avec leurs Oui. casseroles, qui ne critiquaient plus des mesures en particulier prises par le gouvernement. Non, non. Ils critiquaient la manière de gouverner Tout à du fait. gouvernement Charest. Alors, Et là, je regarde ça, puis à collectionner les mécontents, bien, M. Legault pourrait subir le même sort. Il est discrédité des sondages. Pas certain qu'il fasse actuellement tout ce qu'il faut pour redresser la barre. Alors, Oui. on pourrait certainement conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, là. Bon, que c'est bien mal parti pour trouver une solution à cette crise-là. Il va bien falloir qu'on imagine, là, et là, on aurait quelques suggestions, mais on n'a pas le temps. Mais il faut qu'on trouve une solution pour sortir de cet affrontement qui est devenu une crise là, avec les médecins. Puis, il faut aussi noter que dans l'histoire, la défense professionnelle des médecins est une puissance et d'une puissance remarquable. Ils ont fait tomber plusieurs ministres de la Santé dans des affrontements similaires. Moi, j'ai toujours en tête comment le puissant ministre de la Santé de Robert Bourassa, Marc-Yvan Côté, qui était en pleine possession de la réforme Rochon et des suivis, comment la force médicale a réussi à le faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans ce projet de loi-là aussi des éléments qui n'allaient pas être possibles de se déployer parce que les médecins, non seulement attachés à leurs patients, mais on le sait tous et c'est reconnu, exercent cette responsabilité-là avec une compétence exceptionnelle. Exceptionnelle. L'affirmation qu'on retrouve souvent, c'est pas le système de santé qui est dans le défaut, c'est l'entrée dans le système de santé. Alors là, on va en avoir pour pas mal de jours à essayer de voir comment on va s'en sortir. Puis, pour un peu avoir une mesure, une observation réjouissante, mais 30 ans aujourd'hui, ici, Michel, c'est l'anniversaire de la marche du pain et des roses. Hein? Comme quoi la société civile peut amener des solutions, des propositions qui finissent par faire du bien à la société. Mais il va bien falloir finir par apaiser cette société-là actuellement, là, dans laquelle on a multiplié les conflits. Mais la question, c'est de savoir si le pyromane en chef Oui. est en mesure d'éteindre les feux qu'il a lui-même allumés. Oui, tout à fait. Il y a eu une provocation qui s'est faite, mais maintenant, il faut que cela se transforme. Puis, comme dans les autres, je dirais, conflits, si on peut l'appeler comme ça avec les médecins, ça s'est toujours terminé dans le bureau du premier ministre. Alors, une fois de plus ici, ça ne repose plus, d'évidence. C'est entre les mains du ministre Dubé. Ça repose dans le bureau du premier ministre, M. Legault. Alors, on verra au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Michel Venn, notre éditorialiste en résidence à CNV Radio Numérique et 940 la radio AM, bien, bonne fin de la journée, bonne fin de la semaine et d'autres réflexions à venir. Il n'en manque pas dans l'actualité. Il n'en manquera pas. À la semaine prochaine. À la prochaine, Michel. Merci beaucoup de tes commentaires. Au plaisir.